Bonsoir à tous. Good afternoon, everyone. Boa tarde à todos. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session éco, donc de la sous-communauté des pratiques d'INO, qui va porter sur la mise en œuvre d'exercices d'optimisation du réseau de diagnostic d'INO en Côte d'Ivoire. Donc, comme vous le savez, cette session a été prévue la semaine dernière, mais elle a dû être programmée en raison de grosses difficultés Internet qui ont été rencontrées au niveau du continent. Et donc, dans ce cadre-là, nous remercions vraiment l'équipe de Côte d'Ivoire qui s'est rendue disponible pour que nous puissions reconduire la session aujourd'hui. Juste quelques informations pour rappeler à ceux qui viennent de se connecter notamment que la session du jour se tiendra en français, mais vous bénéficiez de services d'interprétation en portugais et également en anglais. Pour cela, il vous faut sélectionner au niveau de l'icône d'interprétation le langage, la langue qui vous sied pour suivre cette session. Juste aussi quelques mots pour me présenter. Donc, je suis Dr Christine Ngumi Lama. Je suis basée au Gabon et je suis à ASLM en tant que gestionnaire de projet, notamment dans le cadre de la sous-communauté d'INO au niveau d'ASLM en collaboration avec Find. Euh, pour cette session, nous allons donc présenter l'expérience de la Côte d'Ivoire et sur leur exercice d'optimisation du réseau de diagnostic. Et c'est la première fois qu'au niveau de nos sessions éco, nous avons l'opportunité de présenter l'expérience d'un pays francophone en matière de DNO. Donc, l'équipe de Côte d'Ivoire va notamment c'est une équipe qui vient du programme national de lutte contre la tuberculose. Donc, ils vont nous présenter la façon dont l'exercice de DNO a été conçu, en soulignant notamment les principaux résultats qu'ils ont obtenus, les recommandations qu'ils ont retenues pour améliorer le réseau de diagnostic actuel. Ils vont également présenter les défis, les principaux défis qu'ils ont rencontrés, mais aussi les leçons apprises lors de la mise en œuvre pilote des recommandations de ce DNO. Et de noter que ce DNO a été réalisé dans 2 régions au niveau du pays. Ils vont aussi nous entretenir sur euh, les meilleures pratiques qu'ils ont retenues et comment le pays se prépare à intensifier la mise en œuvre de cette optimisation. Ce sera donc l'occasion pour nous d'apprendre de l'expérience de la Côte d'Ivoire sur l'optimisation du réseau de diagnostic. Aussi, pour vous dire que la présentation du jour sera effectuée par Dr Guy Damien Adagra. Dr Adagra est responsable du réseau de laboratoires du Programme national de lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. De par son expertise, dans le domaine du laboratoire de tuberculose notamment. Il intervient dans la revue du programme, également dans le déploiement de nouvelles technologies de gestion de la tuberculose ou encore dans le renforcement des capacités des professionnels de santé. Il a par ailleurs contribué au niveau de la Côte d'Ivoire au plan d'intervention contre la COVID-19. Toujours en appui pour la lutte, dans la lutte contre la tuberculose, il a pu organiser des enquêtes sur la résistance aux médicaments antituberculeux en Côte d'Ivoire. Enfin, Dr Adagra a également appuyé l'analyse pour le DNO et en tant que consultant national, et c'est à cet effet qu'il va nous présenter les résultats de cette analyse. Donc, il est donc temps pour moi de laisser la parole, laisser la main à Dr Adagra pour qu'il puisse nous faire la présentation. Donc, s'il est prêt, je vais partager l'écran. Dr Adagra. Oui, bonjour docteur, merci, super. Vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends. D'accord, donc on peut y aller. Juste un instant. Juste un instant, je partage l'écran.
Vous pouvez commencer, docteur. Merci. Merci, docteur. À mon tour de saluer tous ceux qui ont porté l'intérêt à cette session. C'est un honneur pour moi de commencer les séries francophones. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai été suffisamment présenté par le docteur qui m'a précédé. Avant tout propos, je vais quand même présenter brièvement la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui se situe au niveau de l'Afrique de l'Ouest, environ 322 000 km², avec une population de à peu près 22 millions d'habitants. Et la langue officielle, c'est le français. Voilà. Donc, du point de vue physique, diapo, s'il vous plaît. Diapo suivante. Voilà. Donc, les voisins immédiats de la Côte d'Ivoire, c'est le Mali, le Ghana, la Guinée, le Libéria. Voilà. Et avec un accès maritime, notamment l'océan Atlantique. Donc, remontons. On retourne sur la diapo. Retournons sur la diapo, s'il vous plaît. Diapo précédente. Donc, l'exercice, la séance qui nous réunit aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats globaux de l'exercice de DNO qui a été mené en Côte d'Ivoire. Il faut citer d'abord le but et les objectifs de cet exercice-là. Cet exercice avait pour but d'informer les meilleurs types, nombres et emplacements des plateformes de diagnostic, ainsi que les meilleurs réseaux associés pour le référencement d'échantillons, afin de permettre d'atteindre les objectifs de santé nationaux de façon plus pérenne. Et pour atteindre ce but, les objectifs de l'exercice consistaient à faire une analyse approfondie sur l'emplacement des plateformes, ainsi que des tests qui étaient réalisés, la possibilité de mutualisation des tests et aussi le système de financement d'échantillons. Globalement, cet exercice, théoriquement, se fait en 5 étapes qui sont schématisées ici. La première étape, c'est de définir d'abord la portée. Au cours de cette étape, on identifie les tests et les équipements qui vont rentrer en ligne de compte pour l'analyse. La deuxième étape, et on se fixe à mettre des objectifs spécifiques du DNO en lien avec les objectifs de santé du pays. La deuxième étape consiste à recueillir et traiter les données qui vont être exploitées pour élaborer les modèles. La troisième étape consiste à insérer ces modèles, ces données dans des logiciels d'exploitation, notamment OptiDX, pour pouvoir ressortir un modèle historique qui nous sert de base pour pouvoir... Non, on continue. Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo. Next, please. Docteur? Diapo, puis allons à la suivante. J'étais déjà sur la suivante. On est sur la diapo avec les étapes qui sont présentées. Oui, les étapes. Non, mais ça, ce n'est pas ce qui est affiché. Ce n'est pas ce qui est affiché. Sorry, Francis, can you confirm which slide is on the screen? Là, c'est le titre. Francis? Hi, Francis. Là, c'est les objectifs, le but et objectif. Yeah. On était sur les étapes. Oui. Oui, on peut revenir ici. Parce que je suis bon, ici, sur... La diapo que j'ai à l'écran, c'est sur les différentes étapes. Non, ce n'est pas ce qui est affiché. Celle qui est affichée actuellement, c'est le but et les objectifs. Mais je peux répondre là, il n'y a pas de problème. Laissez-moi repartager l'écran alors. D'accord. Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Est-ce que vous avez la bonne diapositive à l'écran? Pas encore. Ou bien c'est moi qui ai le souci? Parce que là, on est sur la diapositive sur l'optimisation des réseaux de diagnostic qui présente les 5 étapes. Mais chez moi, ça n'apparaît pas. Chez moi, ça n'apparaît pas. Je sais pas. Est-ce qu'un autre participant peut nous confirmer quelle diapositive est à l'écran? Oui, je vois dans le chat que c'est la diapo sur les 5 étapes qui est affichée. Donc, essayez d'ouvrir aussi votre présentation de votre côté. Comme ça, en même temps que vous me dites de passer la diapositive, vous avez la même diapo également. D'accord. Donc, vous êtes sur la... Sur l'optimisation des réseaux de diagnostic en 5 étapes. D'accord. Je vais ouvrir pour moi. En 5 étapes. D'accord. Donc, bon, je vais résumer rapidement les premières étapes. En 5 étapes, théoriquement, le DNO se fait en 5 étapes. La première étape consiste à définir la portée du DNO, choisir les tests, les équipements et définir les objectifs spécifiques qui vont guider l'analyse. Dans la deuxième étape, il s'agit de collecter les données, les traiter, avant de pouvoir les utiliser dans le logiciel. La troisième étape consiste à utiliser les données, à les insérer dans le logiciel OptiDays et autres logiciels pour pouvoir sortir un modèle de référence qui donne l'état historique dans le pays à l'instant T. Dans la quatrième étape, on fait un ajustement des données, ce qui consiste à faire des simulations en fixant des contraintes. Nous avons utilisé les contraintes de distance et les contraintes de capacité de test, voilà, pour pouvoir ressortir des scénarios. Et on choisit parmi tous les scénarios possibles ceux qui sont le plus assez parlants pour pouvoir les soumettre à la décision finale. Ce qui se fait à la cinquième étape. Et à la cinquième étape, on choisit parmi tous les scénarios proposés celui qui convient le mieux aux objectifs du pays, en vue de le mettre en œuvre. Donc, diapo suivante. Vous êtes à la diapo suivante. Oui, sur le chronogramme, docteur. Le chronogramme, d'accord. OK. Donc, concrètement, en Côte d'Ivoire, l'exercice s'est passé de février à décembre 2022. Il s'est même poursuivi un peu dans le mois de janvier. Et les étapes ont été les suivantes. La première étape, c'était de février à mai 2022. Elle s'est faite en ligne où les parties prenantes ont organisé des réunions pour pouvoir présenter le projet. On a défini les priorités, les questions prioritaires, on a choisi la stratégie qui allait convenir pour faire le travail. Et à l'issue de ces rencontres-là, on a mis en place un groupe technique de travail qui allait être chargé de faire le suivi de tout cet exercice-là. Les deuxième et troisième étapes se sont déroulées entre le mois de mai et juillet 2022. C'était en ligne aussi, mais à ce niveau-là, il y a eu 2 réunions en présentiel qui ont permis de présenter le modèle de base au GTT. Et au cours de ces réunions-là, on a pu discuter sur la cartographie des équipements. On a porté des critiques sur le modèle de base et proposer des solutions pour pouvoir l'optimiser.
La quatrième étape, elle s'est passée en ligne encore, de août à novembre 2022, avec la collecte de données additionnelles, notamment sur des projections pour 2023, 2024 et 2025. Et aussi, on a proposé des modèles pour pouvoir avoir quand même des backups sur certaines plateformes de diagnostic. La dernière étape, c'était de décembre à... Bon, c'était en décembre, mais c'est poursuivi un peu début janvier, où là, on a fait une réunion de présentation finale de l'exercice. On a choisi le scénario qui nous convenait afin de le mettre en œuvre. Diapo suivante. Oui. Nous sommes sur la diapo suivante. Donc, diapo suivante, ce sont les principales conclusions issues de l'analyse au niveau national. L'analyse a montré que les capacités de tests existantes étaient suffisantes pour couvrir la demande actuelle et future pour ce qui concernait les pathologies impliquées, à savoir le VIH, la tuberculose et le papillomavirus. Il était aussi possible d'améliorer l'accès au diagnostic pour les populations prioritaires en matière de VIH, tout en augmentant l'accès aux services de diagnostic pour la tuberculose et le papillomavirus grâce à l'intégration des tests sur les équipements GeneXpert. L'analyse a montré aussi qu'il y avait des sites qui présentaient un taux d'utilisation un peu à l'extrême. Il y avait des sites en surutilisation et des sites en sous-utilisation. Il y avait aussi des sites pour lesquels on avait remarqué de très longues distances parcourues pour pouvoir réaliser les tests. Donc, c'est au vu de ces conclusions-là que l'analyse a formulé les recommandations. Donc, diapo suivante. Oui. Ça correspond aux caractéristiques du réseau de référence en 2021. Bon, en 2021, ici, je vais m'attarder un peu plus sur le volet tuberculose. Donc, pour chaque centre de tests qui a été effectué sur les tests GeneXpert, on a fait une cartographie des établissements sanitaires qui lui réfèrent les échantillons. Aussi, on s'est rendu compte qu'environ 70% des tests effectués provenaient du site et que ce site recevait 30% des échantillons à partir des sites satellites. Pour pouvoir faire les projections de 2023, 2024 et autres, pour une meilleure prévision, on a réparti les 30% des tests qui étaient référés sur les sites, sur les différents sites satellites en fonction de leur poids dans l'approvisionnement sur les sites qui réalisent les tests. Pour évaluer le taux d'utilisation des machines, on s'est basé sur la législation en Côte d'Ivoire, 8 heures de travail et 264 jours l'année. Et pour un GeneXpert, on ne faisait qu'un module fasse 2 tests par jour. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a évalué la capacité des équipements GeneXpert. Diapo suivante. Donc, en termes schématiques, voilà comment se présentait la cartographie des équipements GeneXpert, enfin la plateforme de diagnostic en Côte d'Ivoire en 2021. Les points en rouge, ce sont les GeneXpert 4 modules et 16 modules. Les points en jaune, ce sont les équipements de laboratoire centraux pour faire la culture en milieu liquide. Et les points en, bon, chez moi ici c'est vert, sont les laboratoires qui font la microscopie. Dans notre organisation, tous les laboratoires qui font la tuberculose en Côte d'Ivoire sont équipés d'un microscope. C'est l'équipement de base. Donc, ces équipements n'ont pas été retenus pour le référencement parce qu'ils sont disponibles sur tous les sites.
On s'est donc intéressé aux équipements de Ginespec pour pouvoir faire le référencement et le DNO. Voilà. Et ces outils moléculaires, le Ginespec, sont disposés dans les centres régionaux. Il y en a 37 à ce jour. Ils sont en rouge, on les voit. Donc, c'est vers ces équipements-là qu'on a fait la planification pour le référencement des échantillons. La petite carte à côté a fait un zoom sur Abidjan, la capitale, qui concentre près de la moitié des cas de tuberculose en Côte d'Ivoire. Voilà. Et aussi, en même temps, 6 laboratoires régionaux. Donc, on a fait ce zoom-là pour pouvoir présenter mieux la situation à Abidjan. Diapo suivante. Sur la diapositive qui suit, nous avons mis en exergue l'utilisation de certains Ginespec qu'on appelait les plateformes Ginespec multiplex. À l'occasion de la COVID-19, il y a certains Ginespec qui ont été mis à contribution pour pouvoir faire le diagnostic moléculaire de la COVID-19. Voilà. Donc, en plus de la tuberculose, ils faisaient COVID-19. Par la suite, ils ont fait d'autres examens comme la charge virale, VH1, pas eux tous bien entendu. Il y a certains qui ont fait la charge virale, il y en a qui ont fait en plus de ça aussi la détection du papillomavirus. Donc, c'est ce qu'on appelle les plateformes Ginespec multiplex. Et c'est eux qui sont représentés sur la carte ici. Et les examens, voilà, sont marqués à côté. HPV, COVID. HPV, il y avait 5 qui faisaient HPV, 9 pour la charge virale. Et puis voilà. Donc, en tout, 14 Ginespec multiplex. Diapo suivante. La diapo qui est présentée là résume les scénarios qui ont été proposés par l'équipe d'analyse à partir du modèle de base de 2021. On a renseigné sur les changements qu'on envisageait pour 2023 jusqu'à 2025. Donc, en 2023, on n'a pas appliqué de contraintes sur le réseau de base. On a juste ajusté au niveau de l'utilisation des Ginespec pour pouvoir les mettre à contribution afin de faire une intégration progressive des tests. Donc, en 2023, on avait 2 situations. Il y a la situation historique 2023 et la situation optimisée qui était le début d'une mise à contribution des Ginespec pour pouvoir faire une intégration des tests. À partir des scénarios qu'on a maintenant appliqués sur cette situation-là, il s'agissait d'appliquer des contraintes. Les 2 contraintes qu'on a appliquées, c'était la contrainte de distance maximale et la contrainte d'intégration des tests. On s'est rendu compte que pour les scénarios A et B, lorsqu'on appliquait uniquement la contrainte de distance maximale, c'est-à-dire que les tests ne devaient pas être effectués au-delà d'un certain rayon par rapport au laboratoire, il n'y avait pas beaucoup de changements sur la situation de diagnostic. Par contre, lorsqu'on appliquait une intégration des tests, surtout sur les équipements Ginespec, on notait des changements très importants. Et même, c'était encore plus marqué lorsque, en plus de l'intégration des tests sur Ginespec, on appliquait des contraintes de distance sur les examens de charge virale prioritaires. Diapo suivante. Donc, finalement, en 2023, bon, on est maintenant en 2024, on ne va pas, mais c'est pratiquement la continuité.
Donc, en 2023, voilà ce qu'on avait retenu comme scénario. C'était le réseau 2023 optimisé sur lequel on appliquait une intégration des tests pour 4 équipements Ginexpert à 16 modules. Vous êtes au diapo suivant, au diapo de recommandation? Oui. D'accord. Donc, à l'issue de cet exercice, vu l'impact des scénarios sur les capacités diagnostiques du pays, l'équipe de consultants a formulé des recommandations spécifiques pour améliorer notre système diagnostic. Et c'était 2 interventions majeures, dont la première, c'est la mutualisation des tests sur les équipements Ginexpert et les Cobas 4800 qui étaient sous-utilisés. Première recommandation forte. Et les résultats qu'on a escomptés, c'était une utilisation optimale de ces équipements sans qu'il y ait des équipements en sur- ou en sous-utilisation. La deuxième recommandation forte, il fallait associer à cette mutualisation des tests la réduction des distances pour la référence des échantillons. Donc, on a appliqué là aussi une contrainte de distance maximale, voilà, en plus de la mutualisation des tests. Ce qui impliquait le renforcement du système de transport d'échantillons. Donc, si on appliquait correctement cette recommandation, on pouvait espérer à ce qu'il y ait une amélioration significative dans les délais de traitement des tests et des résultats. Donc, voilà les 2 recommandations fortes qui sont ressorties dans la liste DNO en Côte d'Ivoire. Diapo suivante. Donc, la diapo qui suit, on y est, montre à gauche, bon, à ma gauche, le réseau de base pour la tuberculose et à droite, le réseau optimisé. Il faut dire qu'au niveau de la tuberculose, il n'y a pas de changement vraiment perceptible à première vue parce que nous superposons tous nos centres de diagnostic aux districts et aux régions, ce qui, de façon systématique, raccourcit les délais et enfin les distances des populations vers les structures qui offrent les soins. Donc, on ne perçoit pas très bien grand changement ici à ce niveau parce que de façon classique, c'est comme ça que le PNLT fonctionne en Côte d'Ivoire. Néanmoins, dans le nord-est, il y a eu l'ouverture, il y avait un manque de centres régionaux qu'on a ouvert dernièrement, donc qui a comblé ce vide-là. Par contre, lorsqu'au niveau de la charge virale prioritaire, vous avez ce diapo. Allô? Vous avez ce diapo? Au niveau de la charge virale prioritaire, on sent de façon très significative l'impact de la modélisation sur le réseau de référence. Vous voyez qu'à gauche, c'est le modèle de base où les tirés en noir représentent les distances parcourues qui sont très longues et aussi les centres sont très sollicités, c'est très touffu. Et lorsqu'on applique les contraintes et qu'on retrouve la situation optimisée sur le schéma de droite, vous voyez que les étoiles sont plus petites et avec une répartition un peu plus harmonieuse sur tout le territoire. Ça veut dire que les distances sont réduites et il y a beaucoup plus de sites qui sont aptes à offrir le diagnostic. Donc, c'est comme ça qu'on peut schématiser l'impact de l'analyse sur la charge virale prioritaire. La diapo qui suit
c'est au niveau de HPV. Et là, c'est encore très, très flagrant. Parce que, bon, on a commencé avec un projet. C'était un projet. Donc, le seul laboratoire qui faisait les analyses était situé à Abidjan. Ça veut dire que les échantillons partaient de l'intérieur du pays sur les 2 régions qui ont été choisies sur Abidjan pour faire les analyses. Mais la recommandation DNO a montré qu'on pouvait faire ces tests-là sur les échantillons, sur les équipements GeneXpert les plus proches. Donc, on voit qu'à droite, la distance pour faire un examen, un dépistage de HPV est vraiment très réduite de façon significative. On se suit toujours? Allô? Oui, docteur, d'accord. Bon, Continuez. d'accord. Donc, à l'issue de cet exercice, il fallait quand même qu'on se mette au travail. Donc, comme activité réalisée à la suite de cet exercice-là, ça nous a permis de faire une coordination de toutes les parties prenantes. Donc, on a vu que c'est une activité qui ne pouvait pas se faire de façon isolée. Il fallait donc mettre ensemble tous les décideurs, voilà, pour pouvoir faire une planification conjointe des activités du laboratoire. Donc, ça a été la grosse activité qu'on a faite. On a aussi eu l'occasion de faire un voyage pour partage d'expérience en Ouganda, qui a une bonne expérience en la matière. Donc, il y a une équipe qui avait été même soutenue par le cabinet du ministre de la Santé et la direction générale de la Santé, voilà, qui s'est rendue en Ouganda pour pouvoir s'imprégner de leur expérience en matière de transport intégré d'échantillons. Et c'est sur la base de ce voyage-là même qu'on est en train d'implémenter un modèle en Côte d'Ivoire. Ça nous a permis aussi de faire la mise à jour des outils de quantification parce que, effectivement, lorsque on essaie de faire un équilibre de la répartition des tests, les besoins au niveau des intrants changent. Donc, il fallait faire une mise à jour de ces outils-là pour ne pas rentrer en rupture, voilà, sur certains sites. Donc, la dernière grosse activité qui est en cours actuellement, qui est en fait la mise en œuvre même de cet exercice DNO, c'est l'initiation d'une phase pilote, le transport intégré d'échantillons. Pour ce qui concerne, je rappelle rapidement, les recommandations, il s'agissait d'intégrer les tests. Il n'y a pas de grande difficulté là-dessus. Les GeneXpert sont vraiment aptes à le faire. Il y en a 48 dans le pays actuellement. Donc, le défi, c'est le transport d'échantillons. Et c'est sur ça que porte actuellement vraiment toute notre énergie, j'allais dire. Donc, avant d'étendre à tout le pays, on a commencé une phase pilote pour le transport d'échantillons dans 2 régions afin d'en tirer des leçons et puis voir comment on pourra mettre à échelle. Voilà. Mais avant d'arriver sur cette activité, on va quand même énumérer les avantages des réseaux optimisés parce que c'est ce qui nous encourage à l'appliquer. Il y a beaucoup d'avantages. Vous décidez que ceci, ça permet une implication de tous les acteurs au plus haut niveau. J'ai commencé par le ministère de la Santé et aussi les partenaires et les donateurs. Donc, ça crée une vision commune au niveau des décideurs, au niveau des bailleurs, ce qui fait que toutes les interventions sont financées de façon plus optimale. Il n'y a pas une dispersion des ressources et ça permet de faire de bonnes prévisions et de se fixer des bons indicateurs au niveau du réseau de laboratoire.
Diapo suivante. OK. Moi, je suis au niveau de la description du réseau intégré de transport d'échantillons. J'espère que vous y êtes aussi. Oui. En Côte d'Ivoire, le transport d'échantillons était l'affaire de chaque programme ou chaque bailleur. Donc, de façon verticale, le programme tuberculose a son système de transport d'échantillons, le programme VIH et tous les programmes. Voilà, chacun a un système vertical de transport d'échantillons dans le contexte de ses activités. Il y a aussi le financement de ces transports d'échantillons. Il y a les bailleurs qui, eux aussi, au vu de leurs indicateurs, ont des objectifs qu'ils fixent au programme ou à des sites pour le transport d'échantillons. Ça fait qu'il n'y a pas un système intégré pour pouvoir faire un transport de façon harmonieuse au bénéfice du malade. La conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de déperditions au niveau des ressources financières, il y avait des doublons et aussi, ce n'était pas très efficace pour le patient. Donc, on a jugé vraiment utile et indispensable de mettre en place un système qui intègre toutes les pathologies, enfin les trois affections, et en fonction des tests qu'on aura choisis. Donc, ce schéma qui est là, il part de la communauté au laboratoire de référence, de niveau 3, et il concerne les échantillons de VIH, de tuberculose et de HPV. Les flèches bleues, je commence par la tuberculose, les flèches bleues concernent les échantillons de tuberculose. Il peut partir de la communauté vers les centres des districts qu'on appelle les CDT, qui sont les centres au niveau du district. À ce niveau, la microscopie qui est réalisée. Il peut partir directement de la communauté vers les centres régionaux qui font le GINESPET et les centres régionaux vers les laboratoires de référence, notamment l'Institut Pasteur et le CEDRES, qui sont les labos centraux pour la tuberculose en Côte d'Ivoire, où se fait des tests au-delà de la biologie moléculaire, les tests de culture, tests de sensibilité et autres. Les flèches en rouge concernent les échantillons de VIH, autres établissements sanitaires, établissements sanitaires de premier contact. Ces établissements-là sont les centres ruraux, les dispensaires ruraux ou bien les dispensaires urbains. Voilà. Donc, d'où partent les échantillons vers le laboratoire relais ou bien directement vers le laboratoire de référence ou laboratoire test. Et après, on les achemine encore vers le laboratoire de niveau 3, notamment le RétroSy, le CEDRES et CIRBA et autres. Les flèches en vert concernent l'échantillon du HPV, c'est le programme cancer, là, qui lui s'appuie sur les CAT à cause des GINESPET, voilà, pour pouvoir faire ces tests. Donc, les échantillons peuvent partir de la communauté ou des établissements sanitaires de premier contact vers les sites qui offrent les GINESPET, notamment les CAT. Et toutes les flèches en pointillé, quelle que soit la couleur, qui redescendent, ce sont les rendus de résultats. À gauche, les trois encadrés montrent les niveaux et les moyens d'acheminement. À cause de l'état des routes et de certaines difficultés, certaines contraintes, la plupart des échantillons du niveau 1 vers le niveau 2 se font à moto. Le niveau 2 vers le niveau 3 se font en véhicule, en voiture, j'allais dire. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est ainsi qu'est schématisé le transport, système de transport d'échantillons en Côte d'Ivoire, que l'on compte intégrer, qui se fait pas de façon individuelle. Parce qu'on voit que tout le monde utilise pratiquement les mêmes laboratoires et il a possibilité, il y a une opportunité là de faire une intégration de ces échantillons pour pouvoir optimiser les diagnostics. La diapo suivante, on y est. C'est la dernière activité qui est en cours. À ce niveau, je n'ai pas beaucoup de détails à donner
parce qu'elle n'est pas encore complètement lancée. Nous sommes toujours en phase préparatoire, même s'il y a beaucoup d'activités qui ont été faites, préliminaires qui ont été faites. Nous avons choisi 2 régions, la Côte d'Ivoire, une région au nord, une région à l'ouest, au Sassandra, pour pouvoir faire un pilote, qu'on peut appeler aussi première phase. Ça va nous permettre de tirer les leçons avant de pouvoir passer à échelle. Donc, on a rencontré les responsables administratifs de ces régions-là, qu'on appelle les directeurs régionaux de santé, directeurs départementaux. On a monté des équipes locales. On a décidé du mode de transport des échantillons. On a formé les acteurs, notamment les transporteurs et les techniciens qui vont faire les tests. Il reste maintenant à lancer de façon effective l'activité dans les jours à venir. Diapo suivante. Bien. Nous avons quand même quelques défis à relever pour pouvoir arriver à ce niveau-là. C'est un défi que je pense est partagé par beaucoup de pays en voie de développement. Le premier défi, c'est l'état des routes. L'état des routes qui est vraiment un facteur limitant parce qu'on peut dire qu'on est à 50 km d'une structure, mais faire plus de 2 heures avant d'y arriver. Ce sont de l'état. Surtout que c'est aussi lié à la saison, aux saisons quelquefois. Et en saison de pluie, il y a des endroits qui sont vraiment pratiquement, qui ne sont pas praticables. Voilà. Vous voyez déjà la photo de droite là qui vous montre dans quelles conditions l'enquête même a été menée. Il y a aussi la couverture Internet. L'Internet qui est un outil pour pouvoir faciliter le suivi des échantillons et la transmission des données. La couverture n'est pas optimale. Il y a aussi, en ce moment, c'est un défi parce que les programmes ont eu l'habitude de travailler de façon sectorielle. Donc, il va falloir trouver la formule pour que ces programmes-là de santé prioritaire puissent souvent travailler en étroite collaboration et de façon avec une intégration vraiment participative au bénéfice de tout le monde. Il y a aussi le défi de renforcement des capacités à l'endroit des techniciens, puisqu'on aura des plateformes qui vont faire plusieurs tests. Il faut les former à la réalisation des tests additionnels. La tuberculose va commencer à faire HPV et autres charges virales. Donc, il y a ce besoin en formation-là qui est important. Et la formation en biosécurité, biosécurité, et aussi la formation des transports des échantillons. Tout ceci, diapo suivante. Prochaine étape. C'est bon? Oui. Tout ceci ne baisse pas notre ardeur. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Donc, la prochaine étape, c'est de faire une interpolarité des bases de données, notamment les DHIS2, SIGDEP, OpenELIS, sont des données des systèmes qui existent, mais qui sont séparés. Donc, les données des districts, les données individuelles, les données laboratoires doivent pouvoir être interconnectées, qu'on peut les exploiter facilement. C'est de faire l'évaluation de la phase pilote, tirer les leçons et en dernière position, faire la mise à échelle du transport d'échantillons pour pouvoir répondre aux recommandations du DNO en Côte d'Ivoire. Sur ce, je mets fin à mon intervention. Je vous remercie pour votre attention et à vos commentaires et questions. Merci.
J'en ai fini. Merci beaucoup et félicitations, Dr Adagra, pour cette présentation qui a pu donc nous montrer comment la préparation et l'implémentation de l'exercice d'INO s'est fait en Côte d'Ivoire, donc en présentant les différentes étapes préparatoires qui ont été retenues, les différents scénarios qui ont été proposés et donc les résultats attendus en termes d'optimisation également. Nous n'avons pas plus beaucoup de temps pour la partie des questions, mais on va quand même laisser aussi dans un premier temps la parole à l'équipe de Find qui nous a rejoint et qui a appuyé cet exercice d'optimisation, qui veut nous dire quelques mots et nous pourrons prendre quelques questions ensuite. Donc, je vais donner la parole à Madame Jouy, coupable de Find, pour ces quelques mots. Please, Jouy. Hello. Thanks, Christina. Can you confirm if you can hear me all right? Yes, we can hear you. Yes, Joey, we can hear you. All right, thank you. First of all, I'd like to thank everyone. There are 140 participants, as always, many of our previous ECHO sessions as a part of the ASLM LabCorp community of practice have been very engaging. We have seen some very interesting questions coming up. Unfortunately, we might not be able to address all of them on the call today, but I really appreciate the time and the effort all of our esteemed participants have taken to attend the call and this ECHO session today. So many thanks. Thank you also to Dr. Adagra for your presentation, for your leadership, and for your willingness to share your learnings and your best practices with this community. Find as a part of this collaboration with ASLM, have come together to create this community of practice for DNO for this exact purpose. I see some questions in the chat as well. There is a lot of interest around what are the use cases for DNO. DNO at the end of it is a GIS-based data analytical approach. It works to the extent that the way we define our questions, the way we define our priorities for this analysis, the kind of data we input in, there are very basic questions that kind of determine what sort of DNO we need for our country and what is the level of effort and resources at our disposal to conduct an analysis of this sort. So this was the purpose of creating this community, that we have many such presentations from the countries that have adopted DNO for various purposes. Today we have heard the example of integrated TB-HIV DNO focused on sample referrals. In our previous sessions, we've also heard similar work from Kenya and from Zambia. Those recordings are available on the ASLM webpage, and I see the link has been shared in the chat. So please feel free to also review those presentations. We will continue to hopefully bring you more such ECHO sessions, and we'll also be more than happy to take your feedback on what kind of specific information you would like to know more about DNO, so we can structure our future sessions accordingly. So once again, I thank Christina, I thank Francis and the ASLM team for our continued collaboration for this successful webinar. And with that, I will hand over back to Christina for the closing. Merci, Joey. Thank you, Joey. Maybe we just have time for just a few questions. So, because, oh, sorry, it's okay in English. Non, donc je disais, on va essayer de prendre, merci Joey, on va essayer de prendre quand même quelques questions pour que Dr Adagra puisse aussi donner quelques réponses. On remercie encore Find, Joey et Madame Marie Brunetti qui ont pu répondre à quelques questions dans le chat.
Donc, docteur Adagra, c'est vrai qu'il y a des questions liées vraiment au coût liées à cet exercice. Notamment, il y a une question dans le chat qui demandait, est-ce que vous avez un prix approximatif, un coût approximatif de ce qu'a coûté cet exercice d'INO, par exemple? Est-ce que vous pouvez communiquer cette information, c'est-à-dire que les autres, ça leur permettrait de voir comment aussi organiser ça. Merci. Je peux y aller en même temps? Je peux répondre? Oui, oui, allez-y. Bon, malheureusement, je n'ai pas cette information parce que DNO, enfin l'exercice a été initié par le CDC et c'est Hightech qui a fait la mise en œuvre. Voilà. Donc, pour ce qui est des coûts, on a travaillé avec deux consultants extérieurs. Il y a une qui vient de l'Université de Genève, l'autre qui était de Fines. Donc, il faut penser à ça aussi déjà. La prise en charge des consultants extérieurs, il y en avait deux. En Côte d'Ivoire, il y en avait trois. Et puis, bon, il y a beaucoup de coûts que nous n'avons pas gérés directement. Les représentants de... On peut approcher Hightech, qui a fait la mise en œuvre pour pouvoir donner une idée. Sinon, moi, personnellement, je ne peux pas être précis sur cette question-là actuellement. Merci. Merci, docteur Adagra. Ça m'amène à poser la question de façon générale. Comme on a pu voir au cours de la présentation, qu'il y a vraiment eu une équipe qui s'est formée autour de la Côte d'Ivoire, d'appui extérieur, mais justement au niveau local. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire comment s'est constitué ce groupe de travail pour appuyer l'exercice d'INO au niveau de la Côte d'Ivoire? Oui, au plan national, Oui, il n'y a pas eu... C'était les représentants des trois programmes. Le DNO a commencé d'abord par définir les tests qu'il fallait intégrer et les maladies qui étaient concernées. Donc, on a choisi trois programmes. Je rappelle qu'il y a plus de 20 programmes de santé en Côte d'Ivoire. Mais c'est les trois qui ont été choisis. Parce qu'il y avait une forte probabilité qu'ils se partagent des équipements et autres. Il y a même des co-infections, du VIH et tout ça. Donc, c'est des arguments qu'on fait qu'on a choisi d'abord ces trois programmes. Donc, chaque programme avait un représentant. Donc, au plan national, c'était 3. Et puis, les 2 consultants extérieurs. Voilà. Donc, c'est une équipe de 5 personnes qui ont travaillé en permanence jusqu'au moment où il y avait des réunions où on invitait les bailleurs et puis autres personnes intéressées. Sinon, c'était une équipe de 5 personnes qui ont travaillé en étroite collaboration pendant cet exercice-là. merci, docteur. Je pense que je vais vous poser encore 2 questions et puis nous allons devoir clôturer en raison du temps. Donc, il y avait une question qui vous demandait quel est l'impact qu'a eu le DNO sur l'utilisation des sites point of care? Et donc, quelles seraient vos recommandations pour les autres pays africains compte tenu du soutien que vous avez obtenu et donc pour le déploiement de ces sites, notamment dans les zones d'accès difficiles? L'impact du DNO sur les point of care, c'est bien ça la question? Oui. En termes d'impact, est-ce qu'on peut parler d'impact actuellement, puisque c'est maintenant même qu'on est dans la mise en œuvre des recommandations de l'exercice, les point of care, ça dépend de la nature des tests. Il y a des tests qui nécessitent un diagnostic d'urgence. Quand je prends par exemple la microscopie pour la tuberculose, mais c'est pourquoi le palu n'est pas dans l'exercice. Parce qu'avant de prendre une décision,
avant de traiter, on ne va pas faire un transfert d'échantillon d'un point A à un point B, répondre avant de prendre une décision pour traiter quelqu'un qui n'aurait pas lu. Donc, c'est encouragé. Les tests en communauté, les points of care sont encouragés. Voilà, ils ne sont pas balayés. Mais les examens qui nécessitent un certain niveau d'exigence technique, c'est vers eux-là qu'on tend. Voilà. Dans le DNO, il s'agissait de les limiter les équipements pour ne pas qu'ils soient en floraison dans un pays et ils sont sous-utilisés. Donc, il fallait limiter et trouver un système pour pouvoir l'utiliser de façon optimale. Voilà. Tout en n'impactant pas négativement sur les délais de diagnostic pour pouvoir faire la prise en charge du patient. C'est ça la vraie contrainte, mais c'est ça à la fin. Parce qu'il ne faut pas... le DNO, c'est pour optimiser. Hein. Le DNO, ce n'est pas seulement le transport d'échantillons, c'est pour optimiser. Donc, si on doit transporter pour retarder, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, les points of care ne sont pas ce ne sont pas en opposition avec les DNO, non. Mais pour les équipements, les grosses machines qui existent, c'est à ce niveau-là qu'on fait des systèmes de connexion pour transférer les échanges, pour les optimiser, de sorte qu'on n'investisse pas trop pour des choses qui existent déjà. Voilà. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Merci. Je vous remercie. Donc, la dernière question, ce sera donc de savoir quel est le choix, quels sont les critères plutôt qui vous ont orienté vers le choix de ces deux régions pour l'implémentation. Je m'attendais un peu à cette question, mais ça, c'est un choix, j'allais dire, je peux dire aléatoire, hein, parce que la Côte d'Ivoire, c'est comme un carré. Donc, le sud, Abidjan concentre une bonne partie des pathologies endémiques, là, endémiques. Et puis, le profil d'Abidjan ne reflète pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on a voulu commencer par l'intérieur, nous faire une idée de ce qui se passe là-bas, afin de pouvoir l'étendre aux autres. Voilà. C'est un peu un choix aléatoire qui a été fait. Et puis, la disponibilité des décideurs dans ces zones-là, voilà, pour pouvoir commencer l'exercice. Il fallait commencer quelque part, sinon il n'y a pas eu de critères rigoureux d'élimination, de sélection des choses. Non. Aussi les limites, les contraintes budgétaires aussi. Voilà. Je ne voulais pas aller dans une région, prendre deux districts sur 15. Donc, il fallait prendre une région où on peut quand même prendre le maximum de districts qui sont dans la région pour pouvoir faire l'exercice. Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup, docteur, pour vos réponses. Nous sommes donc arrivés au terme de la session. Donc, nous nous excusons de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Nous ferons l'effort de le faire lors de la soumission de la session sur le site internet d'ASLM. Nous souhaitons vraiment remercier encore Dr Adama et l'équipe de Côte d'Ivoire pour nous avoir présenté leur exercice d'implémentation du DNO. Et je profite aussi encore de l'occasion pour remercier Find et tous les participants à cette session. Et donc, comme à l'accoutumée, nous partagerons les présentations dans les groupes WhatsApp et par mail. Il y aura également le certificat de participation que vous pouvez collecter. Le lien vous a été envoyé dans le chat. Et enfin, donc, je vous dis merci et vous dis à très bientôt pour une autre session. Merci.